Amis des contes, bonjour à vous. La chaussure de Cendrillon, enfin sa pantoufle, est probablement l'objet le plus célèbre des contes. Mais si on y réfléchit 2 secondes, pourquoi une pantoufle? Pourquoi pas un collier? Pourquoi pas une bague, une couronne ou un pot de chambre? Et surtout, pourquoi est-ce qu'un simple morceau de cuir, de verre, de bois peut décider qui épouse un prince? Parce que dans les contes, une chaussure, et quand je dis chaussure, ça inclut les bottes, les souliers, les sabots, les pantoufles, les sandalettes, les tongs et tout ce qu'on peut mettre aux pieds, donc une chaussure, dans les contes, ce n'est jamais un accessoire. Dans la vraie vie aussi, regardez, une paire de talons ne raconte pas la même chose qu'une paire de baskets usées. Des bottes militaires ne disent pas la même chose que des sandales, surtout quand on les enfile avec des chaussettes. Et quelqu'un qui entre pieds nus dans une pièce, ça change immédiatement l'atmosphère. On lit déjà des choses dans les chaussures, sans que personne n'ouvre la bouche. Dans les contes, c'est pareil. La chaussure peut révéler une identité, donner un pouvoir, laisser une trace, trahir un secret. C'est un objet qui tranche. Métaphoriquement, j'entends. N'essayez pas de couper une escalope avec un mocassin, ça risque d'être très long. Donc c'est un objet qui tranche, qui classe, qui autorise ou qui exclut. Alors aujourd'hui, on ne va pas refaire Cendrillon, on va comprendre pourquoi les contes adorent les chaussures et pourquoi depuis des siècles, ce sont elles qui décident qui vous êtes. Avant même de réfléchir à ce que ça signifie, regardons simplement la fréquence. Dans les contes, on croise la pantoufle de verre de Cendrillon, les bottes de 7 lieues du Petit Pousset, entre autres, les souliers rouges d'Henderson qui forcent à danser, les chaussures usées des 12 princesses qui dansent la nuit, les chaussons trop grands puis perdus de la petite fille aux allumettes, les sabots dans certains contes paysans européens, les bottes magiques dans moult récits, russes notamment, les sandales ou chaussures d'or dans des variantes asiatiques de Cendrillon et j'en passe, ce n'est pas un détail et encore moins une coïncidence. C'est un motif transversal. Alors pourquoi? Si la chaussure revient autant dans les contes, ce n'est pas par obsession étrange, c'est parce que c'est un objet presque trop parfait pour raconter une histoire. Une chaussure, c'est à la fois visible, personnelle, fonctionnelle. Une chaussure est intime, elle épouse le corps, mais elle est exposée, elle se montre. Et chez quelqu'un, ce n'est pas anodin. On ne montre pas toujours ses pensées, on ne montre pas toujours son argent, on montre presque toujours ses chaussures. Dans la vraie vie, on reconnaît déjà énormément de choses à une paire de chaussures. Le statut social, la profession, le style de vie, parfois même l'appartenance à un groupe. Autrement dit, la chaussure c'est LinkedIn, mais pour les pieds. Et l'être humain a le réflexe d'interpréter. Dans les contes, c'est pareil et c'est bien exploité. Ils prennent un objet que nous savons déjà lire socialement et ils le poussent jusqu'au bout. Dans un conte, la chaussure ne suggère plus une position, elle la décide. Dans énormément de récits, la chaussure sert à une chose très précise, désigner la bonne personne. Ce n'est pas un symbole flou, c'est un test. Dans Cendrillon évidemment, mais aussi dans la variante chinoise Yeqian, attestée dès le 9e siècle. Même structure, chaussures perdues, retrouvées, essayées publiquement, et ils vécurent heureux avec plein de petits petons à chausser. Ce n'est donc pas une fantaisie isolée. Ce qui est fascinant, c'est que ce test est complètement absurde dans la vraie vie. Si ça se trouve, j'aurais pu rentrer dans la pantoufle avec mon 43 fillettes. Mais là n'est pas le propos. C'est donc absurde, mais narrativement, ce test est parfait. Pourquoi? Parce qu'il est simple, visible, spectaculaire et public. Il remplace l'enquête. Pas besoin de psychologie, pas besoin de mémoire, pas besoin de débat. On essaye, ça rentre, fin de l'histoire, prends ton manteau, on y va. Dans plusieurs analyses universitaires sur Cendrillon, notamment une étude consacrée spécifiquement au motif de la chaussure, les chercheurs insistent sur un point. La pantoufle n'est pas un symbole sentimental, c'est un dispositif de sélection. Elle organise une scène publique, on convoque les jeunes femmes, on fait essayer, on regarde, on tranche. Ce n'est pas un objet romantique, c'est une procédure. Elle ne prouve pas l'amour, elle ne révèle pas une âme pure, elle ne récompense pas une vertu intérieure, une qualité exceptionnelle, non. Elle valide une identité, et ce, devant témoins. Et surtout, elle met fin au doute. Ah bah ça rentre, si ça rentre, pas de doute possible. C'est là que la chaussure devient puissante. Elle transforme une situation ambiguë en verdict clair. Elle ne suggère pas, elle décide. Alors pourquoi ne pas reconnaître l'héroïne à son visage? C'est une vraie question, parce qu'un visage implique mémoire, subjectivité, hésitation. Elle est blonde ou brune, les yeux verts, bleu cerise, on ne sait plus. La chaussure, elle, est binaire. Comme on l'a dit juste avant, ça rentre ou ça rentre pas. Et dans un conte, le binaire est dramatique. Ça permet un raccourci narratif. Les contes aiment les dispositifs clairs, ce qui les mène vers le moment décisif, sans tergiverser. La chaussure concentre l'attente, le suspense, la révélation dans un simple mouvement, enfiler ou ne pas enfiler. Et à cet instant précis, tout change. Mais ce mécanisme ne se limite pas à Cendrillon. Dans les bottes de 7 lieues par exemple, la chaussure ne sert pas à reconnaître quelqu'un, elle sert à transformer quelqu'un. La botte s'adapte à toutes les pointures, elle ne sélectionne pas, elle donne un pouvoir, elle permet de franchir l'espace en quelques pas,
Ici, la chaussure n'est plus un test, c'est un accélérateur de déplacement. Dans Les 12 princesses qui dansent, la chaussure ne désigne pas une identité, elle révèle une action. Les souliers usés prouvent ce qui s'est passé dans le secret. La chaussure devient une trace, la preuve d'un acte passé. Et dans Les souliers rouges d'Henderson, elle ne révèle ni ne prouve rien, elle contraint, elle impose un mouvement au corps. Alors ce que montrent tous ces exemples, c'est que la chaussure n'a pas une seule fonction. Elle peut sélectionner, transformer, révéler, contraindre. Ce qui reste constant, ce n'est pas la pointure, c'est le fait qu'un objet situé à la frontière entre le corps et le sol puisse faire basculer une situation. Et c'est là que la chaussure devient vraiment intéressante. On a vu que la chaussure peut tester, révéler, contraindre, transformer, mais elle fait autre chose d'encore plus fondamental. Elle situe. Pendant des siècles, en Europe comme ailleurs, on ne s'habillait pas librement. Votre tenue indiquait votre rang. Certaines matières, certaines couleurs, certaines formes étaient réservées aux élites. Si vous habillez au-dessus de votre condition, ce n'était pas seulement mal vu, ça pouvait être sanctionné, et bim, on se prend une prune. Autrement dit, la chaussure n'était pas qu'une question de confort, c'était une question de hiérarchie. Dans les contes, cette logique est intégrée sans discours théorique. Dans Cendrillon, la pantoufle de verre n'est pas simplement jolie, elle est rare, fragile, distinctive. Dans Yexian, la chaussure est en or, pas en cuir banal, en or. On s'en en jette, on va pas se mentir, mais niveau poids, ça devait pas être simple. Dans certaines variantes slaves, les bottes magiques sont réservées à celui qui saura les mériter. Même dans des contes paysans, le simple fait d'avoir des souliers plutôt que d'être pieds nus signale déjà une différence de condition. Et ça, le public le comprend immédiatement. Parce que nous avons tous un réflexe très simple. Nous lisons les objets visibles comme des indices sociaux. Une paire de chaussures suffit parfois à situer quelqu'un. Pas toujours avec justesse, mais toujours avec rapidité. Les contes ne font qu'exagérer ce réflexe. Ils prennent un signe social discret et en font un verdict narratif. La chaussure, dans les contes, n'est pas seulement un objet magique ou un objet tout court. C'est un marqueur social concentré, un raccourci vers la place qu'un personnage occupe dans le monde. Alors arrêtons-nous un instant sur un détail célèbre. Vert, VE2RE ou vert, VAIR. Je sais très bien que vous n'endormez plus la nuit, ne paniquez plus, je vous explique tout. Donc on a tous entendu cette correction. En fait, ce n'était pas du vert VE2RE, c'était du vert VAIR. Le vert, ce n'est pas du vert mal orthographié. C'est une fourrure, plus précisément une fourrure grise et blanche, issue d'un écureuil utilisé au Moyen-Âge. Autrement dit, une pantoufle en verre serait une pantoufle en fourrure. Alors pourquoi cette correction a-t-elle circulé? Pourquoi cette insistance? Parce que le verre semble absurde. Une chaussure en verre, ça casse, ça glisse, ce n'est pas confortable. Et notre réflexe moderne est souvent de rendre les contes plausibles. Donc à partir du 19e siècle notamment, certains érudits ont proposé que Perrault ait écrit verre par erreur, ou qu'un copiste ait confondu les deux mots. Mais si l'on regarde le texte de Perrault, il écrit bien verre, VE2RE. Et le verre, narrativement, c'est brillant, littéralement même, c'est fragile, rare, ça attire l'œil, on ne le confond pas, il rend le test spectaculaire. Une pantoufle de cuir ou de fourrure pourrait être imitée, la pantoufle de verre, difficilement. Ce matériau accentue la scène. Il transforme un simple essayage en moment public solennel. Et là encore, ce n'est pas isolé. Dans Yexian, la chaussure est en or. Dans d'autres versions, elle est richement décorée. Ce qui compte, ce n'est pas la matière exacte, c'est la visibilité et la distinction. Et peut-être que notre besoin de corriger verre en verre dit plus sur nous que sur le conte. Nous voulons que le merveilleux soit raisonnable. Le conte, lui, veut qu'il soit lisible. Le débat verre ne révèle pas une erreur, il révèle notre malaise face à un symbole assumé, alors que pour le conte, la visibilité prime sur la vraisemblance. Jusqu'ici, on a vu la chaussure comme un outil de révélation. Elle désigne la bonne personne, elle révèle un secret, elle donne un pouvoir, mais il existe une autre possibilité, et elle est plus dérangeante. Et si la chaussure ne révélait pas qui vous êtes, mais exigeait que vous correspondiez à ce qu'elle impose? Prenons Cendrillon, la version des Grimm. Les demi-sœurs tentent d'entrer dans la chaussure, et quand leurs pieds ne rentrent pas, elles ne renoncent pas, elles coupent, elles mutilent. Ici, la chaussure ne révèle plus une identité, elle devient un moule, un standard, un format à atteindre. Ce n'est plus qui tu es, c'est es-tu conforme? Dans Les souliers rouges d'Henderson, on retrouve ce basculement. La chaussure ne désigne pas, elle contraint. Elle impose au corps un mouvement incessant. Elle transforme le désir en punition. Dans ces cas-là, la chaussure n'est plus un instrument de vérité, elle devient un instrument de discipline. Et c'est intéressant parce que dans la vie réelle aussi, les chaussures peuvent être normatives. Certaines sont attendues dans des contextes précis, certaines modifient la posture, certaines imposent une manière de se tenir, de marcher, de se présenter. La chaussure devient alors l'endroit où la règle sociale agit directement sur le corps. Dans les contes, la chaussure peut révéler une identité, mais elle peut aussi exiger une conformité. Et c'est à ce moment-là qu'elle cesse d'être un simple objet, pour devenir une norme incarnée. Prenons un autre cas, lorsque je vous parlais de secrets trahis. Dans Les 12 princesses qui dansent, la chaussure ne sert ni à tester, ni à contraindre. Elle sert à prouver qu'un événement caché a eu lieu.
Les souliers sont retrouvés usés, ce n'est pas la pointure qui parle, c'est l'usure. La chaussure devient une archive. Elle conserve la mémoire du mouvement. Dans d'autres récits, des traces de pas ou de chaussures abandonnées signalent un passage, une fuite, une transformation. La chaussure garde la marque du trajet. Et ça, c'est logique, parce que la chaussure est l'objet du déplacement. Elle relie le corps au sol, et l'interface entre le personnage et le monde. Dans certains contes, la chaussure ne désigne pas une identité, elle enregistre une action. Elle devient la preuve matérielle d'un mouvement qu'on n'a pas forcément vu. Parfois, le conte fait l'inverse, il enlève la chaussure. Dans La petite fille aux allumettes, les chaussons sont trop grands, puis perdus. Et soudain, ce qui paraissait anodin devient dramatique. La chaussure protège du sol, du froid, du monde. Sans elle, le corps est exposé. Dans beaucoup de cultures, marcher pieds nus signifie vulnérabilité, pauvreté ou entrer dans un espace sacré. La chaussure marque une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre la protection et l'exposition. Dans Cendrillon, la chaussure permet d'entrer au palais. Chez Anderson, l'absence de chaussure empêche d'entrer dans la société. C'est la même logique, mais inversée. Avoir une chaussure dans les contes, c'est avoir une place. Ne pas en avoir, c'est être exposé au monde sans protection. On pourrait croire que tout cela appartient au passé, mais regardez autour de vous. Certaines chaussures signalent un statut, certaines appartiennent à des sous-cultures très codifiées, certaines valent des fortunes. Une chaussure peut encore aujourd'hui distinguer, inclure ou exclure. Les contes n'ont rien inventé, ils ont concentré un mécanisme social déjà existant. Ils ont transformé un objet banal en levier dramatique. Si la chaussure traverse les siècles, c'est parce qu'elle est déjà, dans la vie réelle, un signe puissant, et le conte ne fait que l'amplifier. La pantoufle de Cendrillon n'est qu'un cas particulier. Dans les contes, la chaussure, bottes, sabots, souliers, chaussons et tutti quanti, peut révéler, transformer, contraindre, enregistrer, protéger. Un objet qui paraît simple, mais qui renferme une puissance narrative immense. Et peut-être que si les conteurs choisissent la chaussure, c'est parce qu'elle est exactement à la frontière entre le corps et le monde. Et vous, quand vous pensez à une chaussure dans un conte, vous y voyez d'abord une preuve, un passeport social, un outil de pouvoir, ou une norme à laquelle il faut se plier? Qu'est-ce que ça dit selon vous de la manière dont les contes parlent du monde? Dites-moi tout en commentaire. Merci à vous, et on se retrouve très vite derrière les contes.